Mais en fait, tu vas te gâcher la vie à pas t'accepter comme tu es. Parce qu'on a tous des morphos différentes. Donc, tu peux pas te comparer à elle. Mais c'est vrai que tu te dis, allez, pour courir vite, comme Cassandre et Léonie, elles ont quand même des physiques, même Emma, qui sont très longilines, mais elles sont comme ça. De base ou du fait aussi de leur métier, elles sont comme ça. Enfin, toi, si tu travailles 35 heures, tu fais des restos parce que tu as des collaborateurs, des machins, mais tu pourras jamais aussi prétendre à ça, ou sinon tu vas te gâcher la vie parce que tu vas te mettre un régime. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Quelques jours avant Aix-en-Provence, justement, on a installé un studio ici et j'ai l'honneur de recevoir Émilie Morier. Émilie, comment tu te sens aujourd'hui pour commencer cet épisode ? Salut à tous. Non, très bien, je suis bien contente d'être en France, de courir en France et pas très loin de la maison, donc sous le soleil. Non, ça va être sympa. C'est cool. Et comment tu te sens justement après tes résultats, tes derniers résultats qui sont quand même assez positifs là, il y a quelques semaines, tu abordes la course de Aix-en-Provence dans quel état d'esprit ? Je suis partagée, en même temps je suis soulagée quand même parce que quand ça marche, franchement c'est le plus bon des sentiments. Même si c'est pas une victoire, c'est une 3e place en Pro Series. Je sais pas si ça a déjà été fait en plus par une Française, donc je sais même pas. Mais c'est vrai que c'est pas un résultat. Je pensais pas faire 3e avec une start list comme ça. Et un deuxième sentiment, c'est que on a envie de continuer et que en France, si je peux faire aussi un podium en Pro Series. Continuer sur cette lancée. Donc, c'est sûr, ça met une petite pression, mais moi, je crois que j'aime bien cette pression. Bah écoute, c'est cool de voir un petit peu cet état d'esprit, de se dire que, comme tu le dis, ce résultat en Pro Series, il y a quelques jours, j'ai envie de dire, et là, de voir ce que ça va donner sur Aix-en-Provence. On ira faire un focus un petit peu sur là, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Je voulais revenir un petit peu sur tes débuts en triathlon. Tu es quand même, j'ai envie de dire, presque né dans le triathlon. C'est quand que tu commences ce sport, un petit peu pour mettre du contexte à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui ? Ouais, je suis vraiment un bébé triathlon. J'ai commencé à 5 ans. Ah ouais. Donc, en fait, la grande sœur qui pratiquait ce sport. Et forcément, je voulais faire pareil. Donc, j'ai tout de suite suivi ses traces. Elle a tout de suite bien marché en plus. Donc, on a tout de suite fait les France avec mes parents qui l'accompagnaient. Donc, je voulais absolument faire pareil. Et donc, à 6 ans, je crois que je mets mon premier dossard, au moins sur mon âge, parce qu'on ne pouvait pas faire tout ça. Et puis, toutes les années à venir, en fait, j'ai fait la course avec les garçons. Ok. Et jusqu'en Benjamin 1, je crois, où je me fais doubler par un garçon. Et là, c'était la fin du monde, quoi. Donc, j'ai toujours été hyper compétitrice aussi. Mais le fait d'avoir suivi ma sœur en triathlon, je me suis posé beaucoup de questions parce que je me disais, mais finalement, je sais pas si j'aime vraiment ce sport quand les années sont passées, en fait. Donc, j'ai eu des petites coupures et des petits moments aussi où je voulais faire d'autres sports. Donc, j'ai fait de l'escalade, du judo, du BMX, du dirt. J'ai eu mes petites années garçons manqués. C'est aussi pour ça qu'après, on y reviendra, mais sur un vélo, je me sens assez bien et techniquement aussi. Mais parce qu'il y a quand même une enfance un peu dans les champs de boss et dans les skateparks, quoi. C'est bon, ça. C'est vrai que commencer le triathlon aussi jeune, c'est quand même assez rare. Toi, comment tu l'abordes au début, ce sport ? Est-ce que tu l'appréhendes vraiment comme un jeu ? Tes entraîneurs, tes encadrants, ils gamifient un petit peu le triathlon. Comment ça se passe et c'est à partir de quand un peu que tu te poses ces premières questions ? Je pense que j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur des entraîneurs qui m'ont fait jouer jusqu'à même mes années, franchement, cadette, minime cadette junior. Ouais, je suis restée super longtemps jusqu'à aller après en pôle France à Montpellier. Mais toutes les années, en fait, avant 2014, mais j'ai fait que du jeu, quoi. Okay. Et je me rappelle Jeanne Lair qui me disait mais toi, c'est pas possible, tu cours au moins 5 fois par semaine et tout. Et je dis non, Jeanne, je cours 1 fois par semaine. Mais par contre, quand je cours, je cours 15 bornes. Parce que c'était un run and bike et normalement, tu run et tu bikes. Et moi, j'étais tellement avec ma pote qui était trop nulle que j'étais obligée de courir parce que sinon, en vélo, même, elle arrivait pas à me rattraper. Des fois, c'était n'importe quoi. Et du coup, je faisais des entraînements quand on avait ni queue ni tête, mais c'était tellement sous le challenge que, on se mettait des grosses séances sans s'en rendre compte, mais c'était que du jeu, quoi. Ok. Ouais. Et tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent aussi et je le vois dans certaines questions qu'on a pu avoir qui demandaient, parce que tu vois, on a reçu quand même différents profils sur le podcast et c'est vrai que toi, comme tu dis, t'es bébé triathlète, t'es vraiment arrivé dès le début.
Comment, au début, quand tu es au collège, même primaire, etc., il y a tout cet aspect entraînement à côté et après des années en équipe de France, comment tu arrives à trouver ton équilibre entre le sport et ce qui est à côté aussi jeune? Bah, j'ai eu quand même pas mal de mal parce que bon, je sentais que le sport, ça me faisait du bien, mais je suis aussi une personne hyper vivante et déjà au collège, je voulais rester avec mes potes, bah, mes potes du skatepark, quoi, qui étaient là sans être là. Enfin voilà, quand on est ado, on fait un triangle avec les scooters et on se parle, quoi. Et c'est vrai que à chaque fois, je me disais, bon, allez, je vous laisse, je vais à l'entraînement. Mais mine de rien, ça m'a quand même sauvée parce que je traversais en plus une période pas facile avec mes parents qui se séparaient, tout ça. Et le triathlon, ça m'a quand même gardé un bon fil rouge, on va dire. C'est souvent une belle école de la vie. Ouais. Et sinon, ouais, je sais pas trop comment j'aurais tourné, mais c'est vrai que bon, je me forçais pour aller à l'entraînement. Clairement, en natation, des fois, je me cachais dans le bac à frites et tout, parce que mais vraiment comme les bandes de dessins animés, quoi. Je mouillais mon maillot pour dire que j'allais nager, alors que j'avais même pas nagé. J'avais fait une bataille de savon dans les douches, quoi. Enfin, c'est ouais, un peu rebelle quand même quand j'étais jeune. J'aimais pas forcément l'entraînement. Je voulais trop jouer, quoi, à chaque fois. Et c'est vrai que quand ça commençait à être un peu plus en natation, c'est pas le plus fun. J'étais dans un club de natte, en fait, parce qu'on m'a dit, si tu veux être forte en triathlon, il faut nager vite. Je dis, ouais, mais j'aime pas nager. Bon, je vais au club de natte. Et puis, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à me faire battre sur les records, même j'avais pas les meilleurs temps, je dis bon, il va peut-être falloir commencer à s'entraîner parce que là, tu vas pas garder tes premières places longtemps. Donc, j'ai vraiment appris à travailler pour avoir après un résultat. Ouais. Et ce côté rebelle, et après on reviendra sur la partie jeune, mais ce côté rebelle, un petit peu, tu fais les choses à ta façon comme tu as envie de les approcher, tu considères que c'est un trait de caractère que tu as encore aujourd'hui en tant qu'athlète? Ouais, c'est clair. Non, je l'ai gardé et je m'en éloigne pas parce que sinon ça marche pas, quoi. Okay. En fait, à un moment, je me suis entraînée aussi, donc ça c'était plus tard, mais avec Vincent et Louis, et je m'en rappelle le regarder et me dire, mais je ferai jamais du haut niveau comme lui, enfin, je peux pas être comme ça. Et en fait, après un an, j'ai dit, mais en fait, il y a plusieurs chemins. T'es pas obligé de prendre son chemin et sa recette de cuisine, en fait. Il va falloir que tu fasses une recette à la Émilie Morier parce que sinon, dans 2 ans, t'es cramé. Tu sors du haut niveau, quoi. Et c'est quoi ton but? C'est de rester longtemps et de faire une carrière ou de faire 2 ans, ok, peut-être marcher et après de plus entendre parler d'Émilie Morier. Donc, j'ai vraiment envie de garder cette endurance motivationnelle que j'ai. Franchement, je suis pas dégoûtée. Puis j'adore m'entraîner maintenant. J'adore ce que je fais. C'est plutôt la partie après, charge mentale, gérer sa carrière qui m'embête un peu aujourd'hui. Mais toute cette partie entraînement, surtout quand elle est partagée et que j'arrive à bien m'organiser pour la partager, justement. Cette notion de partage, maintenant, elle est obligatoire. Sinon, je me sens pas bien. Et quand tu dis cette recette, c'est vrai qu'on essaye de faire sortir ça sur différents épisodes avec différents profils. Donc un petit peu la leçon qu'on tire de ce que tu nous dis, c'est qu'il y a différents chemins pour y arriver. Par exemple, sans parler spécialement de Vincent, mais tu peux faire un exemple sur tout ce que tu as côtoyé. Quels sont les éléments qui, par exemple, toi, te bloquaient dans une vision de devenir athlète professionnel? Tu te disais, non, mais j'ai pas envie d'avoir cette contrainte, j'ai pas envie de mettre ça en place. C'était quoi un petit peu les éléments bloquants? Et est-ce que ça a évolué aussi un petit peu au fur et à mesure de ta carrière? Moi, c'était un peu les semaines routines. Le lundi, c'est les sprints. Le mardi, c'est ça. Et je me dis, mais j'ai pas envie de faire toutes les semaines comme ça. Et aussi le week-end, de pas pouvoir aller faire un week-end, je sais pas, on va se faire un trip avec le van, on prend le van, on part. Tous les jours de la semaine soient bloqués. Ça me faisait un peu peur. Et puis le fait que les horaires aussi du matin. Après, en Espagne, on nageait un peu plus tard. Mais c'est vrai que se lever quand j'étais à Montpellier à 6 heures le matin, je dis, mais je vais pas pouvoir, quoi. Ça, c'est mal. L'eau froide et tout, c'est quelque chose que j'ai complètement changé, du coup, aujourd'hui. Mais, il y avait pas mal de choses que toute l'année aussi, elles soient consacrées au triathlon, quand même. Enfin, ça s'enchaîne vite, quoi. On a très peu de vacances. Et j'ai besoin maintenant de moments on et en fait, et de gros moments off. Enfin, de gros moments. Pas beaucoup, en plus, en 2 jours, je suis repartie. Mais de vraiment me garder des moments off où maintenant, en plus, j'habite dans une région qui est assez sympa. Et voilà, c'est des gens qui font pas de triathlon, mais je peux partir 2 jours. Pour surfer. Ouais, voilà, pour surfer. C'est ça beau. remplacera l'entraînement de natation, tu vois. Clairement, ça a ses avantages aussi. Ouais, non. Et justement, sur cet aspect-là, tu fais quand même tes classes jeunes, tu arrives à la performance.
pour remettre un petit peu de sens, et on viendra maintenant sur le format longue distance, tous les enjeux un petit peu que tu as rencontrés aussi dans ta carrière. C'est quand que toi, tu conceptualises de te dire, bah voilà, en fait, j'ai envie de courir pour l'équipe de France. Est-ce que tu as des rêves de jeu? C'est quand que tout ça arrive, toi, justement, dans ton cerveau et que tu as envie vraiment de tout mettre en place pour atteindre cet objectif? Je m'en rappellerai toujours, c'était aux France de duathlon, donc première année minime. On n'a jamais fait des championnats de France, c'est le premier parce que le du arrive avant le triathlon. Ouais. Et je suis sur la ligne de départ, je me rappelle 20 minutes avant, je prends la rubalise, je la déchire, j'étais trop stressée, quoi. Et en fait, je gagne cette course. Okay. Et alors que j'étais mini-main, et puis c'était les grosses années, hein. Il y avait Cassandre, Jeanne, toutes les filles de Metz, là, à l'époque. Et ma mère, elle me dit, alors, Poupette, tu veux toujours arrêter le triathlon? Et là, je lui ai dit, parce qu'en fait, nos discussions avant, c'était que, moi, je dis, c'est bon, j'étais trop contente d'avoir fait des podiums en Benjamin, tu vois. Ouais. En fait, je pensais que la carrière, elle s'arrêtait après après Benjamin. Allez, ciao. J'étais là, ma sœur, elle a pas fait ça. Bon, moi, j'ai gagné en Benjamin, c'est bien. J'ai été repérée déjà en stagiaire. Moi, j'ai réussi ma carrière. J'ai fini. Non, mais je me voyais vraiment pas là, vraiment, hein, je voyais pas loin parce que je me disais, ça me plaît pas. Je chialais avant les stages IATE et tout. Un stage, j'y suis même pas allée, j'ai fait semblant que j'avais trop mal au ventre. Enfin, j'avais mal au ventre en plus, tellement que j'avais peur. Ça nageait 5 bornes. Pour moi, je nageais 2 bornes et demie. Qu'est-ce que tu veux, je nageais 5 bornes tous les jours. Je chialais dans mes lunettes et tout. Et puis, mes potes, ils étaient en vacances. J'ai dit, mais moi, on m'enlève une semaine de vacances sur toi. Et c'est pas juste, quoi. Oh, le boucan. Donc, bon. Et en fait, tout ça, ça a évolué. Et les compètes, elles ont commencé à prendre de l'importance. Avec les France Jeunes, ça, c'était les championnats du monde, je me rappelle. Et puis après, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça a été vraiment le tournant. Okay. J'ai été sélectionnée. Mais ric-rac, quoi. Je crois que je fais 7e. Ils en prenaient 8 au niveau européen, du coup. Et là, t'avais quel âge pour remettre du contexte sur ça? 2014, je passais en terminale. Ok. Donc 17 14, ans. Ouais, c'est ça. 17 ans. Et là, on me dit, bon, c'est en Chine, mais tu vas toute seule parce qu'il n'y a pas de budget pour amener un cadre technique de la FF3. Oh, je vais en Chine toute seule, avec la délégation, hein. Mais, et là, en fait, mon entraîneur d'enfance, donc celui qui m'a fait jouer jusque depuis que j'ai 6 ans, enfin, elle est à 10 ans, puisqu'avant, c'était une autre qui s'appelait Romy, au Tricastin Triathlon Club. Et il m'a dit, allez, on va finir notre histoire, parce qu'après, je partais en pôle France. On avait pris la décision, parce que, en fait, il n'y avait pas d'horaire aménagé. Et c'est vrai que je finissais les entraînements à 22h et tout. Et genre, le matin, je me levais même plus, je m'en rappelle. Ouais. J'étais KO. Et puis, je me suis dit, bon, allez, on tente quelque chose. On va au pôle France. Et puis, je me suis dit, de toute façon, t'es gagnante. À 13h, t'as fini les cours. Donc, au pire, t'auras fini à 13h, alors que tes copains, à 17h, ils ont fini. Tu vois, je voyais le truc comme ça. Et c'était dur, hein. Mes années au pôle, c'était pas les plus faciles, mais j'y suis rentrée, en fait, en sortant donc de ces Jeux Olympiques, où je fais 3e, genre, surprise de ouf. Et là, et première, donc je ramène 2 médailles. Plus j'étais à la première épreuve, donc j'ai eu tous les tournées des médias. Et après, je suis restée, dis-toi, 2 semaines dans le village olympique. Donc, on est 6000 jeunes, c'est énorme. Ouais. Faire la teuf, quoi. Genre, c'est mon meilleur souvenir. Et là, c'est bon, t'avais été 2 semaines de vacances. Et là, j'ai dit, en fait, les Jeux, ça devait être trop bien, quoi. Parce que là, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse. On démarrait des voitures de golf et tout avec les autres triathlètes qui avaient fini, mais c'était un paradis, quoi. Et puis, moi, j'ai jamais eu trop accès. Enfin, mes parents, on vient des gens très simples, on n'a jamais eu beaucoup de moyens. Donc là, d'être en Chine, je suis allée dans des boîtes de nuit à 17 ans. En Chine, enfin, genre, c'était la folie pour moi. Je dis, mais c'est trop, enfin, ça va me donner accès à des choses de dingue, le sport. Là, tu t'es dit, ta carrière, elle est finie, ou tu t'es dit, non, faut que je revive des moments comme ça? J'ai dit, faut que je fasse les Jeux, quoi. Ok. Et donc, voilà, je me suis dit, et puis je me suis dit, en fait, franchement, t'es quand même bien, parce que tu pensais pas pouvoir faire un podium. Donc là, j'ai dit, allez, donc là, en plus, je vais au pôle, donc la démarche, elle est bonne. J'ai dit, je vais tout exploser, je vais m'entraîner 3 fois plus. Et en fait, pas forcément. Et là, une fois que tu as le résultat, tu prends plaisir dans ta pratique au quotidien, dans tes entraînements? Non, parce que j'aime la compète. Alors ça, c'est vrai que j'adore, hein, mais l'entraînement, c'est un peu compliqué, surtout quand tu passes de 10h à 20h d'entraînement. Ouais. En fait, le fossé, il était trop gros pour moi. Et les 3 premiers mois, ils sont horribles. Je rentre tous les week-ends avec une planif d'entraînement, bien sûr. Vendredi 18h, il n'y a plus de triathlon qui existe jusqu'à lundi 13h, tu vois, on reprend les entraînements. Je disais que je faisais les entraînements, je faisais pas les entraînements. Enfin, je pouvais pas, enfin, dans la tête, c'était trop, quoi. Okay. Et je pense que je suis quand même une nana qui a besoin de progressivité, mine de rien. Okay. Dans tout ce que je fais.
Et puis, en fait, je trouvais pas de sens. Alors ouais, je finissais les cours à 13h, ça c'était bien. Mais après, à 14h, on était déjà sur le vélo, quoi. Je me rappelle, on mangeait vite. Et j'ai de la chance d'avoir été encore entourée. Il y avait les potes du Krebs et puis Laurine Blanc aussi. Une nana qui faisait du triathlon. On faisait donc même classe. On faisait tous les mêmes entraînements et on s'entendait super bien. Et du coup, on s'est serré les coudes comme ça, quoi. Donc tu te dis, voilà, je vais rester sur ce court distance, tu commences à comprendre un petit peu tous les enjeux. Après, tu as quelques courses au niveau mondial quand j'ai envie de dire, tu grandis. Comment tu les appréhendes, ces courses? Est-ce que là, tu commences à avoir une ambition plus grande de te dire, bah voilà, j'ai envie de repasser 15 jours à faire la fête? C'est quoi un petit peu ce qui se cache derrière? Quand je suis au pôle, quand même, tout le monde me parle, ben voilà, un jour, peut-être t'accéderas aux Jeux Olympiques, faut que tu fasses les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde, et t'accèdes à ces courses et tu voyages. Donc là, en fait, c'est ça qui me motive. Je me dis, mais en fait, le sport, ça va t'ouvrir des portes de fou que tu pourrais pas dans ta campagne, t'aurais pas pu ouvrir, en fait. Et je l'ai bien vu déjà. Voilà, là, on a parlé des Jeux Olympiques de la jeunesse, mais il y avait d'autres courses, les Youth, et j'étais avec d'autres enfants de mon âge et on vivait des choses de dingue, alors qu'on avait que 14, 15, 16, 17 piges, quoi. Enfin, et donc tout ça, ça m'a motivée, en fait. Et puis après, j'ai commencé à faire des gros résultats en 2019 où je gagne une Coupe du Monde élite, je suis championne du monde du 23, championne du monde relais mix, donc ça commence quand même à causer. Il y a aussi un financement qui arrive derrière. Donc je me dis, bah en fait, tu peux en vivre de ton sport. Donc je me dis, bah va chercher quand même le maximum d'années, le maximum de résultats. Mais c'était surtout, je me suis dit, est-ce que tu vas être heureuse en faisant ça? Je me disais que oui, parce que peut-être la vie normale, quand même, c'était pas... Il y avait voilà, j'ai essayé de voir avec mes potes qui étaient restés en campagne, ça me plaisait pas forcément ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que même si c'était pas tous les jours facile, parce que vraiment, quand j'étais avec Aurélien Lebrun, ça a été mes plus grosses années, mais l'hiver, il était ouf. Enfin, c'était des entraînements de malade. On faisait, le mardi, on faisait 3 séances dans les 3 sports et ça faisait 7 heures de sport, quoi. Enfin, donc, c'était vraiment quand même pas facile. Mais le groupe était super. Donc, quand t'as un groupe qui est super, en fait, tu vas... Passe. Ouais, ça passe. Quand le groupe est là, tout passe. Mais non, j'ai pas toujours... franchement, ça n'a jamais été clair, en fait. Jusqu'à 2 ans, allez, en 2019, quand on me dit, ben là, t'accèdes au groupe olympique quand même. Là, je me suis mis entre 4 murs. J'étais à Girona avec la team de Joël Filleul. Et là, j'ai tout donné, Et là, donc, tu as le financement, tu dis que tu peux commencer à en vivre. T'en parlais tout à l'heure un petit peu en introduction, donc on va essayer de comprendre aussi comment se structure le longue distance avec cette partie aussi charge mentale du financier, de tout ce qui se cache derrière, la gestion des partenaires, etc. Là, tu conceptualises le fait que tu peux en vivre, tu commences à rêver aussi des jeux. Comment t'appréhendes le fait que les jeux ils arrivent bientôt? Il y a les prochains jeux et qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que t'as toujours une ombre d'espoir? Comment ça se cache un petit peu tous ces aspects-là sur le choix des athlètes qui vont aller participer aux JO? Mais moi, j'ai toujours eu espoir parce qu'on m'a toujours dit tu peux avoir ta place en fait au sein de Tokyo 2020 du coup. Et je faisais que progresser en fait. Donc j'ai dit te mets pas de limite. Cassan et Loni avaient quand même un gros fauteuil. En plus, elles étaient entraînées par Stéphanie Dianas, donc c'était l'entraîneur national aussi. Donc je me disais, tu pars pas avec toutes les cartes, mais c'est vrai que si t'es devant, et t'auras ta place en fait. Donc après la sélection a été que j'ai été remplaçante. Après c'était discutable. Je pense que c'est au Test-Even, je suis première française, c'est sûr. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire les relais, en fait. Je sentais que ma place, elle était sur les relais et que au niveau du vélo, j'avais vraiment ma carte à jouer par rapport aux autres et même aux autres nanas des autres nations parce que j'avais cette explosivité que personne n'avait et je voulais faire mon échappée, en fait. Et j'étais sûre que ça allait marcher, quoi. Donc, c'est vrai que quand t'es pas sélectionnée, c'est une grosse désillusion. Là, je suis partie pour plusieurs années dans le sombre, clairement. Et là, tu penses à arrêter ce sport à ce moment-là?
Ouais, t'as vraiment cette pensée-là qui... Qu'est-ce qui te rattrape? Qu'est-ce qui fait que En fait, quand tu... aujourd'hui t'es encore assis là et il y a quelques... J'en sais rien. Non, si, je sais. En fait, c'est quand... Ouais, en fait, pendant un an, je pense, je me suis tellement mis entre quatre murs pour ces jeux et qu'en fait, quand à la fin, t'as rien et en plus, en fait, c'est même pas t'as rien. C'est encore pire c'est parce que j'étais détruite après les jeux, moi. Mentalement, je me suis pas rendu compte, mais il y a eu tellement un manque de considération. J'ai été enfermée 4 jours dans une chambre. Personne n'est venu me saluer. Quand t'as le DTN qui va voir toutes les épreuves et que toi t'es derrière une vitre et que t'es coincé, il vient même pas te dire bonjour, tu vois. J'étais avec un kiné, hein, on était deux, on n'avait même pas le droit de sortir, donc je me suis déguisée pour aller voir l'épreuve. Ils étaient dans les tribunes, j'avais même pas une place en tribune. Il y a même des Japonais qui m'ont reconnu, qui commençaient à prendre des selfies. Je suis partie. Enfin, genre, c'était... En fait, personne m'a vu, mais j'étais sur le site des jeux. Mais... Enfin, tu vois, j'ai même pas eu de dotation Lacoste. J'ai eu quelques articles, mais pas à ma taille. Donc, quand il y a le CIO qui arrive et qui contrôle les tenues, à l'aéroport, il dit, mais t'as pas la bonne tenue. J'ai dit, mais en fait, moi, j'ai pas de tenue. Il dit, elles sont où tes chaussures? Mais j'ai pas reçu de chaussures, tu vois. Et en fait, la Fédé, je leur en veux pas aujourd'hui. Mais ils ont été pris de court, en fait, par cette place de remplaçante qui avait jamais été faite avant parce qu'il y avait pas de relais. Ouais. Et donc, ils ont pas anticipé. Donc maintenant, il y a eu mon cas. C'est comme quand t'as un accident, après, ils réparent la faute. Là, après, ça a été mieux géré. Mais moi, ma gestion, elle a été catastrophique. Ouais, et je pense qu'il y a eu de la faiblesse. Enfin, mentalement, ouais, j'ai pas réussi à passer ce cap. Et je suis sortie de l'avion. Je me rappelle, j'avais une place, tout le monde était en classe affaires, tout ça. Et donc, le DTN, tout ça. Et ils m'ont même pas salué, tu vois. Donc, je suis rentrée en France. Et dans l'avion, ils sont venus me voir et j'ai même pas réussi à leur parler. Tellement que j'avais qu'une envie, c'était leur sortir ma haine, quoi. Franchement, c'était terrible. C'était vraiment... Et la Air France ont été au courant de cette histoire et dis-toi qu'ils sont allés me replacer tout en haut de l'avion avec tous les médaillés. Et donc, j'ai quand même passé un bon retour Tokyo-Paris parce que ils m'ont accueilli franchement, tous les sports, ils m'ont remotivé. Donc, c'est aussi ça, tu vois, j'ai pas oublié. T'as un clergé Axel du judo qui me dit, mais t'inquiète pas, moi, 3 mois avant, la Fédé, il comptait pas sur moi. Et là, maintenant que j'ai la médaille autour du cou, regarde, ils sont en train de me faire des bisous, tu vois. Donc, je suis pas un cas isolé, mais c'est vrai que c'est très dur quand t'es pas sélectionné et que t'as tout donné. Ouais. Et qu'après, t'es qu'un numéro, en fait. C'est le sport de haut niveau qui veut ça aussi. Faut l'accepter, tu vois. Mais c'est vrai que moi, Ah, mais t'as quel âge à ce moment-là? C'est jeune. 2021, ouais, j'ai 24 ans. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est jeune et pas jeune, mais en fait, personne peut être prête à ça. Ouais, j'imagine. C'est vrai que c'est pour ça que c'est important aussi d'en parler sous tous ces angles, parce que nous, on voit que les résultats, les auditeurs et les auditrices, dès que, je sais, par exemple, on reçoit des professionnels, c'est vrai qu'on voit que les performances qui sont positives, mais derrière, on voit que le chemin, il est semé d'embûches. Il y a, tu vois, quand tu nous dis que tu penses à arrêter, que tu vis ces moments de down, comment tu retournes à un moment donné? Tu vois, c'est ce que je te dis. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es quand même assise là avec nous? Comment tu remets à un moment donné ton pied dans l'eau? Comment tu remontes sur un vélo? C'est quoi un petit peu l'élément déclencheur qui fait que tu vas revenir peut-être plus forte maintenant avec du recul? On va voir désormais ce que ça donne, mais pourquoi tu es là aujourd'hui? Je pense qu'il y a aussi de la fierté. Clairement, tu as envie de leur dire, mais en fait, on va pas l'oublier, Émilie Morier, elle va revenir. Mais le chemin est, comme tu dis, il est semé d'embûches, mais alors des grosses embûches, hein, parce que j'ai passé 3 ans, personne n'a un peu compris ce que j'ai fait, mais j'ai essayé de me relever, mais à chaque fois je me reprenais une baffe. Et j'ai eu plein de problèmes de santé parce que forcément, peut-être j'étais pas équilibrée, il a fallu tout reconstruire. Et j'ai fait mon chemin comme à mon habitude. Je suis passée par le VTT, je suis passée par le vélo, je suis passée j'ai fait 3 mois de queue de festival aussi pour m'éclater et pour avoir une adolescence. Et j'ai fait des festivals, mais je savais même pas que c'était possible. Voilà, j'ai découvert aussi la vie pour pas avoir de regrets.
Et en fait, je me suis dit, mais en fait, Émilie, remets-toi à cheval parce que t'es faite pour ça. Enfin, t'as quand même, franchement, t'es talentueuse. Il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai que j'ai eu des résultats. Et j'ai pas envie de gâcher ça, en fait. J'ai pas envie on y revient toujours même, mais le regret, en fait. Je pense qu'il y a rien de plus terrible d'avoir des regrets dans sa vie. Et puis le longue distance, ça a été une bonne carte, en fait. Parce que, le vélo, il y avait pas de drafting. Et quand tu fais le chouchou en courte distance, et parce que t'as envie de rouler, t'as envie de t'éclater aussi, et qu'à la fin, tu te fais avoir, je me suis dit, voilà, il y a personne qui va être dans ma roue, et ça va pouvoir envoyer. Et donc, le longue distance, c'est quand même, la carte qui m'a remis sur les rails, quoi. Et sauf que quand tu arrives dans le longue distance, j'imagine que t'es quand même staffé sur le fait, ton écosystème qui t'entoure pour bien comprendre un petit peu aussi. C'est vrai que le triathlon a une lisibilité très dure entre ce court distance, le format olympique, le format half, le T100, tout ce qui arrive. Va falloir à un moment donné qu'on bosse sur cette saison pour expliquer tout ça. Mais tu vois, tu sors quand même, je pense, pas d'un cocon, mais tu sors d'un lieu où t'as ton staff, t'as tes entraînements, t'as les lieux, etc. Et là, tu te dis, ok, je vais aller sur le longue distance. Comment tu abordes la chose? Comment tu trouves un coach? Comment tu trouves tout ton staff technique qui va venir t'entourer pour atteindre la performance que tu as envie d'atteindre? Au début, c'était catastrophique, hein. Clairement, tu sors des équipes de France, donc ça, pour la FF3, on peut pas leur enlever. T'es presque infantilisé parce que on te dit tu vas courir là, 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 la prépa c'est ça, tu dors ici, on tient tes billets d'avion, c'est financé, et là t'arrives dans un monde en fait où tu dois tout gérer. Alors t'as de l'indépendance, hein, t'as de la liberté, ça c'est bien. Tu choisis avec qui tu bosses, ça c'est une liberté de dingue quand même. Aujourd'hui, qui c'est qui choisit avec qui il bosse? Il n'y en a pas beaucoup, tes horaires, tout ça, mais quand t'es pas organisé, t'apprends, hein, parce que sinon tu vas droit dans le mur. Donc j'ai passé 1 ou 2 ans à tout staffer. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que les résultats reviennent. C'est que j'ai une base qui est beaucoup plus solide. Mais au début, je comprenais rien. J'ai mis 1 an, moi, à comprendre T100, Challenge, Ironman. Même moi, parce que je regardais pas tout ça avant. Enfin, et puis, le triathlon, j'adore tout ça, mais c'est pas ma passion ultime. Je veux pas regarder du triathlon à la télé, si tu veux. Donc, j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Et aujourd'hui, je suis staffée, en fait. J'ai pris que des acteurs locaux, en fait, qui sont autour de Bayonne. Ou à Bayonne, d'ailleurs. Donc, c'est comme ça que donc, j'ai l'entraîneur à Bayonne, le préparateur physique à Bayonne, le médecin à Bayonne. Et en fait, au début, j'ai fait trop par des relations à distance, et ça marchait pas. Avec moi, ça marche pas. Et aujourd'hui, dans ce staff technique-là, toi, ce que tu apprends, tu vois, par exemple, je sais pas quand il sortira cet épisode, mais on a eu tout à l'heure une autre athlète qui disait, voilà, quand vous arrivez à la fin d'un cycle avec un entraîneur, ce que je vous conseille aussi, c'est de changer d'entraîneur. Toi, de ton recul, de toutes tes expériences, est-ce que tu as trouvé vraiment des différences dans tous ces types d'entraîneurs qui te correspondent ou qui te correspondent pas? Et j'ai envie de dire aussi pourquoi ça te correspond ou ça te correspond pas, quoi. C'est super dur de trouver le bon entraîneur. Pour moi, il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Et du coup, il faut essayer de réduire au maximum les côtés négatifs. Et chaque entraîneur, en plus, ça va marcher avec un, mais pas avec un autre athlète. Donc, tu peux avoir un super entraîneur qui a sorti des champions, mais avec toi, ça va pas marcher. Donc, c'est pour moi la plus grande... le point à cocher, en fait, c'est que déjà, tu as envie de lui parler, la relation, elle soit fluide, qu'il n'y ait pas de non-dit, que vous comprenez. Et c'est ce qui se passe avec Julien. Tu vois, j'ai pas peur de le dire au micro, mais pour moi, Julien, c'est pas le meilleur entraîneur au niveau de la planif. Il a jamais sorti de grand champion. Mais par contre, il va toujours être présent. Dès que je vais avoir un moment où je vais être relou, il va me calmer tout de suite. C'est con, mais ça ressemble presque à une relation comme avec ton mec, quoi, ou ta copine. Faut trouver quand même, quelqu'un qui sait t'écouter, qui sait te comprendre et qui sait te calmer, qui sait te parler et que ça va te tilter, parce que pour moi, c'est vraiment le relationnel le plus important. Et c'est sûr que après, ça, c'est l'importance. Tu peux arriver à des limites aussi quand des fois, moi, j'ai envie de tester plein de trucs de l'entraînement que je vois à côté. Des fois, c'est pas toujours bon d'aller toujours à droite, à gauche. Mais du coup, Julien, il se forme beaucoup avec moi. Donc, ça peut être aussi un risque aujourd'hui. Mais c'est aussi... c'est vraiment...
Dans la progressivité, là, avec Julien, ouais. Et l'aspect, comme tu dis, entraînement avec la FF3, tout ce qui se cache, et j'ai envie de dire aussi l'aspect partenaire d'entraînement. Ça, aujourd'hui, tu l'as, tu estimes que c'est important dans la structuration d'une carrière d'une athlète pro. Est-ce que c'est facile à mettre en place? Comme j'ai dit avant, c'est pour moi le plus important, même avant l'entraîneur, c'est le groupe. Et ça, le groupe, moi, j'ai fait le choix de vivre à Bayonne et je regrette pas du tout parce que c'est la ville où j'ai pu me reconstruire aussi. Donc là, on parle vraiment quand je sors de festival, je me dis, j'ai envie de trouver une autre ville pour me reconstruire, quoi. Montpellier, je pouvais plus. Et c'est vrai que j'adore le sud-ouest, le surf, toute cette vibes. Et du coup, c'était indispensable pour moi d'être à Bayonne. Mais par contre, à Bayonne, c'est l'apéro, quoi. C'est pas, tu vois, les gars, à 18h, ils sont en after work, déjà 3 bières et tout. J'étais là, est-ce que tu vas pouvoir avoir un climat de performance? Alors, au rugby, le surf, la pelote, là, ils sont bons, tu vois. Attention, la carrière de pelote. Le problème, je te vois venir. C'est un sport. Je te vois venir. Ah non, non ça rigole pas là-bas, la pelote. Ah ben non. Non, sport national. Le sport national, ah ouais. Mais du coup, le triathlon, c'est énormément d'heures, donc il faut t'entourer. Donc j'ai appris en fait à m'entourer avec des gens qui sont pas professionnels, mais qui sont trop contents d'être à l'entraînement. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Le gars, il est trop content de s'entraîner avec toi, il a le sourire, il est bonne humeur. Et ben, j'ai la chance d'être une nana. Et donc, du coup, les meilleurs, on va dire, ceux qui ont un bon niveau régional, et ben, ils arrivent à me tirer. Ouais. Et du coup, je prends des nageurs, des cyclistes, des triathlètes, bien sûr, et des coureurs, en fait. Okay. Souvent, des fois, en vélo, je m'entraîne beaucoup avec des cyclistes pour me tirer. Et ça marche comme ça, en fait. Mais par contre, du coup, t'as intérêt à être organisé le dimanche soir. Et dès que je m'organise pas le dimanche soir, je sais que la semaine, elle va être compliquée, quoi. Et ouais, c'est sûr que, comme tu le dis, il y a l'aspect liberté, mais à un moment donné, tu perds aussi tu peux pas tout avoir, de toute façon. Non, je pense que c'est complexe. Et puis les horaires, tu t'entraînes plus le matin et le soir parce que la journée, ils bossent. Et ouais. Donc, ah oui, t'es pas entouré de gens qui sont professionnalisés, du coup. Alors, t'as certains boulots, en plus, dans le sud-ouest où le télétravail marche très bien. Du coup, ça permet d'avoir des horaires un peu plus light et de pouvoir s'entraîner l'après-midi, ou des petits jeunes qui veulent passer pro en vélo. Ouais. C'est ce qui se passe en ce moment. Okay. Et en plus, j'adore parce que tu les formes, eux, ils arrivent, ils ont 20 piges, ils savent pas qu'ils doivent aller chez le kiné pour ne pas être blessés toute l'année. Donc, c'est assez sympa aussi de transmettre à ces jeunes-là. Mais c'est vraiment une histoire d'organisation. Du coup, j'aimerais bien avoir un groupe pour faire... quand je vois Turbo Tribe avec Léonie, machin, forcément, ça me fait rêver. Mais moi, j'ai choisi aussi le côté où j'ai pas voulu mettre ma vie perso, entre guillemets. Quand j'ai arrêté pendant 2022, 23, 24, j'ai appris à me connaître, à savoir qui je suis. Et quand t'as ta vie perso aussi qui en dépend, j'ai fait plus des choix pour mettre ma vie pro, donc ma vie d'athlète en avant. Et voilà, je suis passée à côté de choses des fois sur la vie perso où j'aurais pas aimé passer à côté. Et donc ça, pour moi, c'est mon plus gros objectif, ma plus grosse médaille, ça serait réussir ma vie perso, quoi. Je veux dire, dans 10 ans, rien, on sera plus qui c'est. Triathlon, on est éphémère, quoi. On n'est pas, même dans le foot, tu vois, 10 ans, 20 ans après. Mais par contre, ta vie perso, c'est le plus important pour être heureux pour moi. Ouais, c'est sûr que, personnellement. Je comprends. Des fois, je me rappelle même plus des grosses médailles que j'ai gagnées, des grosses perfs que j'ai fait. Mais par contre, si j'ai partagé une super soirée après la compète, tu vois, je m'en rappelle encore, ça, quoi. Bon. Ça, tu t'en rappelles. Donc, même pas une soirée, mais des moments, des activités. Des bons moments, c'est t'en du souvenir. Des petites cartes, là, on descendait comme dans Mario Kart. Mais ça, c'est mon rêve. Tu vois, je m'en souviendrai tout le temps. Alors que la course, je m'en souviens même plus, quoi. Donc, je me suis dit aussi, ne cours pas après les médailles, mais cours après quand même ton bonheur, et ça passe par une vie personnelle stabilisée. Ouais. Et de toute façon, ma performance passe par là pour moi. Si j'ai pas une vie perso stabilisée, les perfs, elles marchent pas. Je suis pas équilibrée. Ouais, c'est un juste équilibre à trouver, et on le verra sur cette dernière partie. C'est un sujet que j'aime bien aborder, qui est les partenariats, tout ce qui se cache derrière, la gestion de la communication pour les athlètes, qui est de plus en plus demandé, mais en même temps qui a un travail aussi second limite en plus d'athlètes professionnels. Mais pour finir sur cet aspect vraiment structuration de la performance autour de toi, et qui fait que on reviendra sur tes résultats actuels et l'ambition que tu peux avoir là sur les prochaines années. Tu considères qu'aujourd'hui, dans ton staff de performance, entre ton coach, ton kiné, ton préparateur physique, etc.,
Est-ce que tu as trouvé toutes les cartes ou est-ce que tu veux aller en chercher encore plus loin sur certains aspects? Je sais pas, par exemple, tu t'es reconstruit mentalement. Est-ce que tu es entouré d'une prépa mentale? Comment ça se passe sur ces enjeux? Je suis un peu frustrée de ce côté-là parce que j'aimerais mettre beaucoup plus de choses en place. Puis en plus, ça fait quand même 10 ans, donc j'ai été au contact de grands athlètes, que ce soit dans le triathlon ou pas dans le triathlon, avec les étoiles du sport, avec l'armée. Et j'ai vu un peu ce qui se faisait et ce qui pourrait marcher en plus sur moi. Et c'est vrai que c'est un coût. Donc, par exemple, là, on parle de la préparation mentale, j'aimerais trop. Mais quand c'est 100, 200, 300 la séance, enfin, ça me fait peur aujourd'hui. Enfin, je peux même pas me le permettre. Donc, c'est vrai que si les résultats, voilà, reviennent comme ce qui se passe là, les partenaires forcément vont revenir et je vais pouvoir réinvestir en fait sur ma carrière. Et là, c'est sûr que l'engrenage, il prend de la vitesse et ça pourra aller très loin. Mais oui, j'ai fait de la psy. Hein. Okay. J'ai fait de la psy, là, ça s'est arrêté. Parce qu'au moins, je pouvais pouvoir mettre, tu vois, de la nutrition, une nutritionniste en place. Donc, j'aimerais bien avoir et la psy et la nutrition en même temps, mais c'est vrai que ça a des coûts. Donc, j'ai fait ce choix-là maintenant, je sens que j'ai le bocal à peu près en place. Mais parce qu'après les Jeux, j'ai été complètement détruite. Et l'armée m'a tout de suite dit, il faut que tu mettes de la psy en place. J'y croyais pas, j'ai mis 1 an et tu vois, je regrette aujourd'hui parce que j'aurais mis peut-être de la psy en place, ça aurait pu me faire des introspections un peu plus rapidement sur ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est mon chemin et puis bon, ça m'a permis de faire d'autres choses aussi que du triathlon. Donc ça, franchement, aujourd'hui, je pense qu'aussi je peux durer peut-être un peu plus dans le temps parce que j'ai vécu voilà des années un peu faux-folles voilà entre ma préadolescence, adolescence et parce qu'on l'a pas hein, clairement l'adolescence, moi je l'ai pas eu. Hein. Ouais, bah c'est sûr que si t'étais dans les bassins, t'enchaînais les cours, etc. Hein. Franchement, j'ai eu des... Enfin, c'était génial. C'est pas une question d'âge au final. Tu l'as vécu à un moment donné. C'est clair. Ouais. Et justement, cette partie, comme tu le dis, c'est quand même assez précaire comme sport. Il y a besoin de le médiatiser. Les athlètes, ils ont besoin d'incarner leur carrière, etc. Sur ces 3 ans, même aujourd'hui, comme tu dis, les partenaires, ils commencent à revenir. On ressent cette frustration de l'aspect financier et en même temps investir sur soi-même. Quel est le juste équilibre et le juste milieu à trouver dans tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière une carrière d'athlète professionnel d'un point de vue partenaire, visibilité, financement? Il se cache beaucoup de stress en fait. Moi, c'est vraiment... un jour, si on me dit pourquoi t'as arrêté, je dis j'en ai marre de vivre dans le stress, tu vois. Ça, c'est vraiment la partie que je déteste en plus parce que j'ai du mal à aller chercher des partenaires. Il y a certaines athlètes qui le font très bien, des influenceuses, tu vois, qui arrivent à se vendre, à vendre un projet. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal, donc je me suis fait entourer. Donc depuis quelques mois, j'ai des managers qui s'occupent de moi, donc ça aide aussi. Ils croient en moi, donc ça me permet aussi de me décharger, de leur laisser ce travail-là. Parce que c'est dur de s'entraîner à fond et d'aller se vendre aussi, sachant que quand on n'a pas les résultats, l'année dernière, j'ai pas fait les résultats que je souhaitais. Je me suis déchiré 2 mollets à 15 cm, donc je pouvais même pas courir. Donc, je me sentais pas légitime en fait d'aller chercher des partenaires. Et ce que je reproche un peu des fois dans ce monde-là, c'est que moi, j'aurais adoré qu'il y ait un partenaire qui me dise, vas-y, elle, je sais que si je l'aide, et que si je lui donne forcément ça passe par un financement mais ça passe aussi par ok, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, on fait un partenariat là sur 2 ans, pendant 2 ans tu cours tranquille et ça j'aurais rêvé en fait à cette période-là d'avoir ce partenaire qui me dit allez on y va tous les deux et on est ensemble parce que des fois on se sent un peu seul en fait dans le projet. Et moi, j'aime beaucoup quand il y a une grosse équipe autour de moi. Donc forcément, à Bayonne, il y a ce staff-là. Mais tu vois, j'ai même pas d'argent pour les amener sur les compétitions. Donc l'année dernière, je me retrouve toute seule en Estonie. Et, genre, je me dis... Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit, mais ça n'a aucun sens pour moi. Ouais. Et donc, du coup, j'aimerais bien avoir, tu vois, tout mon staff, avoir une grosse équipe tout autour de moi qui croit en moi. Et là, je pense que ça irait très, très haut. Donc, je le construis petit à petit. Ça prend du temps parce que voilà, il faut que les partenaires se consolident, l'équipe autour de moi se consolide. Aujourd'hui, elle est pas encore à 100%. J'ai la chance de rentrer dans la team IOTA. Donc Sacha qui me fait confiance, qui m'a apporté ce soutien-là. Mais voilà, une carrière, c'est une saison de triathlon, t'en as pour allez, ça va de 30 à 60 000 quoi, pour une année.
Moi, j'aurais bien aimé commencer aux États-Unis sur la Pro Series. Bon, aujourd'hui, je peux pas, quoi. C'est aussi pour ça que je cours pas mal autour de chez moi. Venise, c'est mon plus gros déplacement cette année. Okay. Donc, tu vois, ça a été le plus cher. Donc, heureusement, je l'ai réussi. Mais quand t'enlèves la licence à 1200 balles chez les pros, le déplacement à 800 €, ben, même si tu fais, je sais plus, $3 800, il te reste déjà presque plus que 1500, quoi. Ouais, c'est ça. Puis après, tu fais taxer et après, il te reste plus grand-chose. Voilà, après, il faut le déclarer, tout ça. Et ben, à la fin, il te reste pas grand-chose. Donc ça, c'est vrai que ce côté un peu précaire, des fois, il peut faire un peu peur. Ouais. Mais je pense que quand tu passes une barrière, quand tu as ce résultat, on l'a vu un peu avec Sam. Moi, Sam, 1 an et demi avant qu'il fasse son gros résultat, fait un Nice, mais il n'est pas dans une situation confortable. Et donc, avec ces exemples-là, tu te dis, mais moi aussi, je peux y arriver. Donc, comme un cornigo. C'est sûr que c'est pas simple. Ça demande de gérer plein de métiers différents au final. Et l'aspect communication, est-ce qu'aujourd'hui, toi, t'estimes que c'est quelque chose que t'apprécies faire? Est-ce que tu te forces à le faire pour incarner Émilie Morier, l'athlète, parce que tu sais que c'est important? C'est quoi ton approche par rapport à ça? J'aurais du temps, j'adorerais. En vrai, j'aimerais bien prendre mon téléphone, mais quand je suis sur une séance et que je suis à 180 de pulse et j'ai la bave à côté, je pense pas à sortir mon téléphone, tu vois. Mais par contre, j'adorerais faire des vlogs. Enfin, franchement, en plus, parce que quand t'as un vidéaste qui est avec toi, ben en fait, le vidéaste, ça devient ton pote il faut que ce soit ton pote parce qu'il vit avec toi, il fait les entraînements. Et ça, j'aimerais trop qu'il y ait une personne à côté de moi parce qu'en plus, je serais beaucoup moins seule à l'entraînement. Donc, ça serait aussi une relation de partage, donc ça aurait encore plus de sens. Donc, c'est clair que si je pourrais avoir un vidéaste qui est avec moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Lévi qui a pas mal filmé à Lanzarote, donc on n'a pas encore tout sorti les vidéos. J'ai du mal à publier régulièrement parce que j'ai envie que tout soit parfait. Ça, c'est un peu mon défaut, alors qu'il faut Instagram, on le sait, il faut nourrir l'algo. Mais j'adorerais avoir un vidéaste tout le temps avec moi. En plus, c'est des gens qui sont, ils sont passionnés par ce que tu fais parce qu'ils connaissent pas ce monde-là. Et donc, du coup, il y a vraiment ce partage-là qui se crée. Mais voilà, j'ai pas envie de pas rémunérer aussi la personne qui travaille pour moi. Enfin, ça marche pas. C'est pas possible. De côté, quoi. Ouais, c'est vraiment un juste équilibre sur tous les enjeux que tu dis depuis le début. Pour moi, c'est aux partenaires de mettre un budget. En fait, il y a certains partenaires qui le comprennent. C'est vraiment, moi, si on veut bosser avec moi, avoir cette enveloppe communication, et en plus, ça aidera le partenaire parce qu'il sera visible sur ses vidéos. Et moi, ça me permettra de monter et de grandir aussi sur la partie image. Parce qu'aujourd'hui, t'as le côté perf avec les résultats, mais si t'as pas l'image, tu réussis pas, quoi. Ouais, c'est ça qui est dur, hein. C'est cette complexité de 360 degrés où tu dois pratiquement tout avoir, mais c'est un juste équilibre un petit peu sur tous les enjeux. Donc c'est pas très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le résultat que tu as fait très récemment, du coup en Italie, tu peux dire que tu commences à trouver cet équilibre intérieur, à trouver un petit peu les réponses à différents points? Est-ce que c'est ça qui fait que tu fais cette 3e place sur cette Pro Series, tu penses? Ouais. Comme je l'ai dit sur les réseaux, c'est vraiment le résultat d'un hiver constant où je suis contente d'aller m'entraîner. J'ai jamais eu un moment où je dis j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Enfin, forcément, des fois, le matin, tu te lèves, t'as un peu la flemme, t'es fatigué. Mais dès que j'y suis, je suis sur mon vélo, j'ai mes baskets aux pieds. En fait, j'ai passé tellement 3 ans à avoir mal sur chaque foulée que dès que j'enfilais mes baskets et que j'avais pas mal, je me disais mais vas-y, kiffe, c'est trop bien, quoi. Enfin, donc en fait, j'ai passé un hiver à kiffer. J'ai pas fait des horaires, des heures énormes, tu vois, je fais 20 heures, 25 heures en stage. Par contre, quand t'as plus de charge mentale, tu fais plus la bouffe et tout, alors là, c'est bingo, presque je pourrais faire 40 heures. Mais, et en plus, j'étais avec mes potes, à Lanza, là, on a passé 10 jours, mais en 10 jours, j'ai progressé de dingue. Alors que c'est 10 jours, t'imagines, dans une année. Je me dis, mais imagine, tu peux te faire 4 stages comme ça, mais tu vas être une machine de guerre. Donc ça, je suis un peu frustrée par rapport à ça. Parce que on le sait, partir en stage, ça a plein de côtés positifs. Mais encore une fois, il faut quand même du budget parce que le club La Santa, c'est pas les vacances de chez Mémé. Mais il y a le buffet à volonté quand même. Ah, il y a le buffet, ouais. Alors ça, en plus, nous on faisait matin-soir, donc tu vois, t'avais une période pour te régénérer à l'estomac et allez, c'était
Non, mes potes ont bien profité aussi. Et en parlant de buffet, et on va aborder ce dernier point avant de passer à la FAQ des auditeurs. L'aspect nutrition, tu disais que maintenant tu te fais accompagner par une nutritionniste. Quels sont un petit peu les enseignements que tu en as tirés pour toi personnellement que tu pourrais partager à nos auditeurs? Là, la nutritionniste, c'est beaucoup pour tout ce qui est compléments alimentaires, combien gérer de grammes de glucides pendant l'effort. Okay. Parce que pour moi, parce que je suis quand même passée par des phases très difficiles par rapport à l'alimentation. Enfin, j'ai toujours gardé une base assez saine, mais j'ai pris 12 kilos, donc quand même, tu te dis, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Enfin, sachant que j'ai jamais eu mon corps qui se transformait, mais bon, quand t'es en festival et que tu bois 3 bières, il est même pas à midi, quoi, et ça marche pas, quoi. Bon, bref. Et donc, j'ai quand même dû retrouver une shape. Donc ça, mais sauf que les gens, ils te le disent pas, que tu vois, quand tu prends du poids et tout. Et puis quand tu perds, ils disent, ah, bah, c'est super, t'es en shape et tout. Donc tu te dis, mais pourquoi vous me l'avez pas dit, quoi? Enfin, donc la nutritionniste, aujourd'hui, c'est pas pour ça, parce que je l'ai pas pris à ce moment-là, mais j'ai dû retrouver, en fait, je trouve que quand t'es bien dans ta tête, t'es équilibré, bah, tu vas pas faire d'excès et tu vas manger de tout. Moi, j'ai toujours eu un fort appétit, c'est vrai. Je me suis jamais privée. Vraiment, j'ai jamais été une nana qui se privait parce que bon, j'y arrive pas déjà. Mais du coup, maintenant, le fait d'être équilibrée, j'ai pas d'excès et puis là, tu vois, je suis à un bon poids, il y a aucun problème. Et alors que ben, je mange des desserts tous les soirs, tous les midis, il y a aucun problème parce qu'on se dépense tellement. Au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Quand tu fais 20 heures d'entraînement, mais ça passe par un cap psychologique, hein, clairement. Hein. Il y a 1 an, 2 ans, allez 2 ans, j'étais incapable, enfin, j'aurais pas pu le comprendre, en fait. Ok. Ouais, t'estimes que t'as vraiment fait un chemin maintenant, intérieur. c'est hyper sain, en fait. Je vais manger une pizza, je vais jamais culpabiliser, alors qu'avant, je culpabilisais, ouais. Ok. Mais ça, c'est super dur à trouver et qu'il y a que toi-même qui peux le trouver. Ouais. Et je sais pas comment l'expliquer aux auditeurs. Enfin, c'est super dur, surtout chez les nanas, il y a vachement de problèmes par rapport à ça. On me pose beaucoup de questions, mais non, je suis une nana un peu dans mon style. Hein. J'adore la vie et un apéro, je veux pas dire non parce que c'est pas bon pour mon sport. Enfin, mais après, attention, hein, je dis ça, hier j'étais au McDo, mais j'ai pris une salade. Ah, ça va. Comme dirait Vincent, prendre une salade au McDo, c'est comme faire un câlin à une pute. Bref, c'est bon. tué. Ça, j'ai retenu ça de chez Vincent. Bref, mais mon assiette, elle est, voilà, j'ai féculents, protes et légumes tous les jours, quoi. Et c'est peut-être des choses basiques, mais déjà, essaye de faire ça. En fait, des fois, il y en a qui disent, ah, je prends du magnésium, machin et tout. Non, déjà, et t'as ton assiette colorée et partagée et sans faire d'excès, un jour, prendre 3 desserts parce que t'as pas mangé assez de riz. En fait, c'est vraiment les choses basiques, des fois, on les oublie. Comme la récupération, quoi. Ouais, est-ce que tu fais tes bottes? Est-ce que tu fais... Et je les ai, les bottes, à la maison. Mais déjà, avant de faire les bottes, je vais dormir 8 heures par nuit et faire une demi-heure de sieste. Et déjà, avec ça, j'aurais trop bien récupéré. Et ouais. Faut pas oublier les basiques, vraiment. Ouais, faut vraiment être à l'écoute de tout ça et mettre tout ça en place et ça va venir au fur et à mesure. Et c'est vrai, comme tu le dis, c'est un sujet chez les femmes. J'avais eu pas mal de questions à ce sujet sur la FAQ, mais c'est vrai qu'il faudrait faire limite un épisode dédié à ça avec plusieurs interlocutrices pour donner vraiment de la valeur. C'est ce que j'essaye de dire à chaque fois. Ça serait bien de faire un épisode là-dessus parce qu'il y a beaucoup de nanas. Il y a Renelle Lamotte en athlète qui avait un peu parlé là-dessus et ça avait aidé plein de nanas, plein de filles parce que je pense qu'en plus quand on est jeune, avec les réseaux, il y a tout cet aspect du corps toujours un peu plus mince ou plus musclé. De toute façon, on s'aime jamais, hein, ça faut partir du principe. Quoi. Mais en fait, tu vas te gâcher la vie à pas t'accepter comme tu es. Parce qu'on a tous des morphos différentes. Donc, tu peux pas te comparer à elle. Mais c'est vrai que tu te dis, pas aller pour courir vite, comme Casson et Loni, elles ont quand même des physiques, même Emma, qui sont très longilignes, mais elles sont comme ça. De base ou du fait aussi de leur métier, elles sont comme ça. Enfin, toi, si tu travailles 35 heures, tu fais des restos parce que t'as des collaborateurs, des machins, mais tu pourras jamais aussi prétendre à ça, ou sinon tu vas te gâcher la vie parce que tu vas te mettre un régime ou quelque chose mais qui est pas en adéquation avec ta vie. En fait, faut toujours, se baser sur soi, on a tous des vies différentes, des contraintes différentes. Et c'est sûr que des fois, ça peut faire rêver. Ah ouais, elle court 3,10, 3,20. Donc, il faut avoir ce physique-là, mais oublie pas ce que tu es, quoi. Ah, c'est sûr que
il y a vraiment cette notion, ce que je retiens de cet épisode, d'équilibre, ce que tu dis, et on se rend compte que il y a des chemins, des années. Ce que tu dis aussi, c'est que il y a 3 ans, il y a des trucs, tu les avais pas conceptualisés, maintenant tu les mets en place. Donc c'est vrai que il y a plein d'enjeux différents autour de ce sport. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la FAQ. Je vais sélectionner quelques questions, je l'ai pas fait auparavant, mais je vais sélectionner plus des questions. C'est les auditeurs qui ont posé leur fort aux questions. Ah, fort aux questions. C'est les auditeurs qui t'ont posé plein de questions. Donc sur la femme, c'est ce que je te disais, ça va être un peu compliqué d'aller répondre à ces sujets-là. Certains que j'ai pas voulu aborder, certains sujets typiquement sur d'autres sports. Donc ça, c'est plutôt une question d'Alex. Qu'est-ce que tu as trouvé dans l'Irox cette année qui manquait justement au triathlon? C'était l'ouverture du bal, ça. Ouais. Je me suis dit, première course. Non, tout simplement, il y a un pote lui qui est à l'armée, donc qui est hyper complet et qui est au triathlon aussi. Il m'a dit, allez, viens faire un Irox. Je dis, non, mais si je fais ça, je vais me faire défoncer, je peux pas. Puis, mais ils vont pas comprendre, les gens. Attends, je reviens dans le triathlon, je vais faire un Irox. Ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle se disperse. J'avais un peu peur du regard. En fait, je dis, mais Émilie, t'as envie de faire cet Irox? En plus, j'ai changé en prépa physique. J'avais fait 3 mois de CrossFit. 2 fois par semaine, donc c'était pas mal. Attention, c'était du CrossFit quand même. J'étais en 1-to-1 une fois sur 2 avec mon entraîneur, enfin mon prépa physique pour faire spécifique triathlon. J'ai dit, mais vas-y, quoi, va te faire kiffer. Enfin, tu fais autant d'heures, tu vas être préparé, et si tu vas pas, et finalement, en plus, j'en suis sortie, j'étais en stage vélo le lendemain, donc, et j'ai kiffé, en fait, et ça m'a apporté tellement j'ai partagé ça avec un de mes meilleurs amis, enfin, c'était, et du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? Du kiff déjà, et je trouve ça super important. Et puis ça m'a montré que, en plus, j'ai couru super vite. Je l'ai même attendu, le Guillaume, et il court pas trop mal, donc ça m'a apporté de la confiance. Et ça m'a fait une bonne séance, et ça m'a permis de monter le cardio sans m'en rendre compte, parce qu'encore une fois, j'étais dans le jeu, quoi. Ok. Ouais, donc on se rend compte qu'il y a vraiment cette approche un petit peu différente de l'Irox qui, se différencie du triathlon, et je pense que c'est pour ça aussi que ça marche aussi bien aujourd'hui. Et je pense que les triathlètes, on n'est pas trop mal, hein, parce que nous, on a fait 56, mais on a eu une pénalité apparemment. Je pense qu'on a été tellement trop forts qu'ils ont voulu nous pénaliser. On était chez les Espagnols. Et donc, sauf que là, le problème, c'est que j'ai Guillaume qui me tanne pour qu'on aille faire les records de France, les records. Parce que c'est vrai que le triathlète, en plus, moi, j'ai un gabarit très musculeux. Et donc, on n'était pas si mal, ouais. Mais il faut se concentrer. J'ai dit, Guillaume, je t'accorde une danse, mais pas 2. Peut-être à un moment bien précis dans la saison. Je reçois des messages toutes les semaines. Trop fort. Bon, Guillaume, peut-être que là, c'est le moment, elle va revenir. Justement, une question de Loïc, plutôt axée sur le triathlon. Est-ce que tu comptes passer un jour sur le format full? C'est une bonne question, hein. Je la pose encore, et je me la pose tous les jours. Et quand j'ai fini Venise, je me suis dit, non, je peux pas. Faut faire 2 fois. Franchement, pour l'instant, j'en suis. Alors oui, forcément, j'ai envie d'y passer, parce que quand je dis à chaque fois, ça m'énerve de dire 70.3. Les gens ne comprennent pas. Non, c'est la moitié d'un Ironman. Ça fait comme si j'étais un peu faible, quoi. La moitié. Pourquoi tu fais pas un Ironman? Donc forcément, j'ai envie d'y passer. Mais à chaque fois que je finis à 70.3, je fais, ouais, non, c'est bon. Pas tout de suite, quoi. J'ai assez donné, là. Je pense que je vais y venir, mais faut pas sauter les étapes. Une question de Benoît. Quelles sont tes ambitions pour la saison 2025? 2025 Donc cette saison. C'est déjà... c'était faire un podium sur la Pro Series. Bon, ça a été fait. Ça serait rentrer dans le T100. Pour moi, c'est quand même le circuit où il y a les meilleurs mondiales. Et j'ai toujours voulu courir sur le meilleur circuit, quoi. Que ce soit dans le court distance avec la Road Series. Là, pour moi, le meilleur circuit, c'est sur le T100 que ça se passe. Donc, ça serait rentré dans la T100 et ça serait claqué un 70.3. Sur format Ironman. Comme j'ai pris ma licence pro, je me dis, il faut que je la rentabilise quand même. Donc, je vais courir pas mal sous le label Ironman, et puis il y a des grosses start lists. J'ai du mal à aller sur... Je pourrais gagner un 70.3 où la start list, elle est pas bonne. Franchement. Mais non, moi, j'ai toujours eu du mal. En fait, il faut que mon résultat il soit crédible, donc il faut aller chercher la meilleure start list, quoi. C'est dimanche alors, Émilie. Là, franchement, dimanche, la start list, elle est belle. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a beaucoup de Françaises, et on n'a pas eu trop l'occasion de tous se rencontrer. Donc ça va être une belle bataille, dans le bon sens du terme.
Puis on se connaît un peu tous. Franchement, il y a une bonne ambiance quand même dans le long. Ouais. Je trouve que ça se regarde moins. Peut-être parce qu'il y a passé l'histoire de qualification justement avec les jeux, tout ça. Donc forcément, hein, quand on met des 3 nanas en compétition pour 2 places, voilà, hein, ça fait jamais. Ça fait un peu un feu d'artifice à la fin, mais. Donc, non, je sais plus ce que c'est la question. Ouais, c'est rentrer à la T100. Ouais, la saison 2025. Et justement, je vais réagir sur ce T100 pour finir l'épisode. Est-ce que tu penses que c'est des parcours, c'est des configurations de courses qui correspondent vraiment à ton profil d'athlète? En plus, tous les parcours sont différents, mais le fait que ce soit même 19 bornes à pied, je pense que ça change beaucoup. C'est con, hein, c'est 3 km, mais ouais, je pense que ça peut me convenir. Après, chaque course est différente. En fait, suivant la start list, suivant le scénario, suivant comment les gens se sentent, c'est super dur de comparer. Ouais, non, c'est sûr. Ok. C'est plutôt, je dirais, si une course peut te convenir ou pas, c'est plutôt en fonction, comme Aix, là, avec un parcours quand même, ça, c'est quand même, je pense, sur le vélo, ça va faire la différence, tu vois. On en parlait, les aspects techniques, c'est du 3-4%, mais ça va être usant, et là, les watts vont quand même parler. Ouais, et puis l'aspect dirt, t'as quand même la partie technique. Je vais couper dans un bosquet, là, elles vont pas comprendre. Pas où, mais j'ai repéré. Bon, fini de la meilleure des manières. Vraiment, merci Émilie pour ce partage. J'espère qu'on te verra porter cette fameuse banderole dimanche sur cette finish line. Je te souhaite le meilleur pour cette saison et je te dis à très vite. Merci, ciao. Merci, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé, ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao.